Et nous revoilà. Et nous revoilà, rebonjour. Il nous reste 1 heure pour parler de transition écologique avec Emmanuel Vargon, François de Rugy et nos invités, nos jeunes qui sont venus témoigner. Alors Rosalie vient de nous rejoindre. Bonjour. Rosalie, tu as 17 ans et tu es membre du conseil de de la vie lycéenne. Ouais, exact. Est-ce que tu peux nous dire juste simplement 2 mots et ce que tu attends toi, de cette heure de débat? Bien sûr, donc du coup, comme je vous disais, je suis lycéenne, je fais partie du conseil de la vie lycéenne et on essaye de mettre le plus en place des projets écologiques dans le lycée, au sein du lycée. Ça, c'est ce que je fais pour ma part lycéenne. Et après, en tant que citoyenne, j'ai participé aussi à la manifestation de vendredi dernier et je compte continuer. Et voilà, et donc ce que j'attends de ce débat, c'est de comprendre et d'essayer de faire en sorte que l'écologie soit mise vraiment en première priorité du gouvernement actuel, parce que à mes yeux c'est vraiment la chose la plus importante, et faire en sorte que voilà, l'écologie soit mise un peu en état d'urgence, comme on a pu le voir dans les années passées avec des états d'urgence par rapport à plein de sujets. Du coup, voilà, ce serait mon but. Alors, Florent l'a très bien résumé. L'une des questions centrales, c'est comment articuler l'action individuelle, collective, l'action étatique et aussi celle des entreprises. C'était un peu le sens de ta question, Hélène, juste avant la pause. Mais pour moi, le débat n'est pas du tout qui doit y aller. Tout le monde doit y aller. Non, c'était comme j'ai dit comment articuler. J'ai pas dit qui doit y aller et quelle est la priorité. Ah non, tout le monde doit faire de son mieux, articuler. Peu importe où on est, qu'on soit citoyen. Bah évidemment, on va pas être totalement schizophrène en allant militer. Non, mais j'ai bien dit comment articuler. Hein. C'était pas du tout. Je l'ai, mais absolument pas en opposition. Oui, non, mais parce que autant, par exemple, tout à l'heure sur la comptabilité, de dire oui pour contre la fermeture des centrales à charbon, vous étiez 1500 dans la rue, les lycéens ils étaient 500. Pour le climat, 2 millions. En fait, les chiffres sont pas très importants. Le plus important, c'est quel message on a envie de faire passer, quelle cohérence on est capable de mettre dans nos actes, que ce soit dans un ministère, dans un appartement ou dans une entreprise. Donc, qu'est-ce que la puissance publique peut faire justement pour aider cette circulation? Qui se met en mouvement? Parce que moi, je suis d'accord avec vous, c'est pas soit l'État, soit les entreprises, soit les citoyens, c'est les trois. De toute façon, ça c'est évident que c'est la politique, le Parlement avec les lois, avec les budgets, le gouvernement avec les différents moyens d'action qui peut enclencher des choses, lancer des mouvements, même si parfois les mouvements peuvent aussi venir des entreprises ou des citoyens. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait un mouvement, sinon global, en tout cas que ce soit très massif dans la société. Parce que si ça reste quelques personnes qui militent, qui y croient, qui en convainquent un petit peu autour d'elles. Tout à l'heure, la personne qui dit dans ma famille, j'ai réussi à convaincre de réduire les déchets, c'est formidable. Moi, je trouve ça très bien. A fortiori, si on réussit à convaincre les familles d'à côté, dans l'immeuble, dans la ville, etc. Avec qu'on est prêt. Et qu'on en fait une loi, parce que ça, il faut le faire aussi. Et nous, on a ça d'ailleurs en préparation. Enfin, la loi, elle est d'ailleurs quasiment prête sur la consigne pour les bouteilles en plastique, ou même les bouteilles en verre, ou même les canettes d'aluminium. Moi, j'ai visité une usine d'aluminium en Alsace, et le directeur de l'usine, la première chose qu'il m'a demandé, c'est m'a dit, mais pourquoi, en France, on ne recycle pas davantage les canettes d'aluminium? Il y a 1/3 des canettes qui sont recyclées, 2/3 qui sont jetées dans des décharges ou dans des usines d'incinération, c'est-à-dire que le métal, l'aluminium, il est perdu. Et il dit, nous, c'est notre matière première, c'est notre ressource. Et donc, vous voyez que ce n'est pas les entreprises contre l'État ou contre les citoyens. En l'occurrence, ça pourrait être un mouvement beaucoup plus positif. Et là, en effet, il faut que la loi intervienne. Et moi, je fais partie de ceux qui disent, évidemment, qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être soit des obligations, soit parfois aussi des interdictions. Il y a certains produits, si on considère qu'ils sont dangereux pour la santé, dangereux pour l'environnement, eh bien, on les interdit. Jusqu'à présent, le glyphosate... attendez, vous savez que... Justement. Non, mais moi, ça me fait pas rire, parce que le glyphosate, il y a des gens qui débattent. J'ai vu, d'ailleurs, tout à l'heure, dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait « Ah, mais suite à l'émission de télévision de France 2, il y a des scientifiques qui ont réagi et qui ont dit « Mais attendez, c'est n'importe quoi d'accuser le glyphosate. » Bon, il n'y a pas de certitude scientifique, mais nous, on a décidé d'appliquer le principe de précaution. On fait tout pour en sortir en 3 ans. Mais sur 200 produits au glyphosate, on en a interdit au 1er janvier de cette année, 150. C'est-à-dire qu'avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, il y a des experts indépendants qui ne sont pas payés par les firmes qui produisent du glyphosate ou qui produisent d'autres produits chimiques.
on a décidé, voilà, on a fait une une analyse produit par produit, on a dit il y en a déjà 150, on ne peut plus les vendre en France. Vous savez aussi qu'on l'a interdit définitivement dans les jardineries pour les particuliers. On l'a interdit définitivement pour les jardins publics. Donc, vous voyez, ça fait partie des choses où à un moment donné on peut dire on interdit. Il y a aussi d'autres domaines où on peut dire on incite. C'est-à-dire on dit les comportements écologiques vertueux. La consigne, c'est un peu ça, d'ailleurs. C'est récompenser celui qui ramène sa bouteille plastique ou sa bouteille en verre ou sa canette en métal. Sur le glyphosate, on a sur le plateau donc Manon, qui est une jeune agricultrice, et je pense que ça pourrait être intéressant d'entendre son avis, puisqu'elle nous a dit que elle aimerait que les agriculteurs et les agricultrices puissent participer plus justement à l'écologie et à la transition écologique en France. Donc, vu qu'on parle du glyphosate et que ça concerne tous les agriculteurs... Je pense que tu as sûrement un avis sur la question. Oui, bon, après, aborder la question du glyphosate comme ça, c'est un peu la facilité, j'ai l'impression. Mais il ne faut pas croire que déjà on en utilise tout le temps. C'est ce qui est faux. Ni non plus à des doses qui ne seraient pas préconisées justement pour l'environnement et la sécurité sanitaire de nos produits agricoles. Et en plus de cela, il me semble que... les agriculteurs, nous sommes plutôt ouverts au débat à ce qu'on trouve une solution pour justement pallier à la fin du glyphosate d'ici la période qui sera la période de butoir. Mais en attendant, on n'a pas de solution. Nous, ce qu'on demande, c'est des solutions à comment s'en passer. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter... et arrêter avec ce débat qui me semble est un peu improductif quand même. Tu penses que ça stigmatise les agriculteurs? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'émotion. Oui, parce que... ça te plaît pas la tournure du débat, en fait? Non, moi, si vous voulez, ce qui me gêne, c'est que agriculteurs, à chaque fois, on est pointé du doigt, vous êtes des pollueurs, et je passe le reste, mais non, on n'est pas des pollueurs. On travaille du mieux qu'on peut, et... Je voudrais rebondir là-dessus. On travaille bien quand même. Parce que ce qu'on a à faire, tous, et donc c'est pas que le ministère de l'écologie, c'est le ministère de l'écologie, le ministère de l'agriculture, avec l'Europe parce qu'elle est cofinanceuse de tout ça, c'est changer le modèle agricole. C'est un peu la même question que la vision. C'est-à-dire, on a bâti un modèle agricole qui était un modèle assez productiviste, assez industriel. Et ce modèle, il ne marche plus, il épuise les sols. Et par ailleurs, les agriculteurs n'en vivent pas, ou en vivent pas bien. Donc on voit bien qu'on est dans une impasse. C'est que là, on n'est pas en train d'opposer l'économie ou le social et l'écologie. Donc la question qui est devant nous, c'est d'inventer un nouveau modèle agricole dans lequel il y a moins de pesticides, glyphosate et autres pesticides. On retrouve des modes de culture qui sont plus respectueux des sols, on séquestre du carbone, on en profite pour utiliser l'apport que peut apporter les énergies renouvelables, la méthanisation, le solaire sur les exploitations, et on invente une agriculture avec laquelle les agriculteurs peuvent vivre, qui respecte mieux la nature et qui permet aussi d'avoir une agriculture meilleure pour la santé. C'est-à-dire qu'on cherche aussi des produits qui sont bons pour la planète ou supportables pour la planète et bons pour la santé. Et donc le glyphosate, c'est un emblème, c'est un symbole. On s'est engagé dans cette interdiction parce qu'elle est importante, mais derrière le glyphosate, c'est tout le modèle agricole qu'il faut qu'on entraîne. Et du coup, le débat, il n'est pas tellement un produit ou pas un produit, il est est-ce qu'elle existe, l'agriculture de demain, en France et en Europe? Si oui, quand est-ce qu'elle arrive, à quelle vitesse et quelle énergie on y met? Et dans cette agriculture, il y a l'usage de l'eau. Donc en fait, là aussi, c'est holistique pour reprendre l'expression. Et c'est comme ça qu'on prend le sujet. C'est pour ça qu'on travaille à la fois sur l'eau, à la fois sur les pesticides, à la fois sur l'exploitation et sur les énergies renouvelables. Et le ministère de la Transition écologique, c'est un partenaire de ça. Et François de Rugy le fait avec Didier Guillaume. On porte un modèle où on veut inventer un truc qui fonctionne pour demain. Et par exemple, le ministère a sorti un truc intéressant qui s'appelle le label bas carbone, qui est comment est-ce qu'on peut valoriser la séquestration du carbone dans les sols agricoles et dans les sols forestiers. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre en mouvement. Alors à quelle vitesse on va et comment on l'explique? Mais en tout cas, pour les agriculteurs, il est vraiment le temps d'arrêter de dire que les agriculteurs sont les grands méchants de cette histoire. C'est ce qui s'appelle l'agribashing et c'est pas responsable. Tom, tu avais quelque chose à ajouter, je crois. Oui, justement, au sujet de l'agriculture, moi je trouve que c'est quand même hyper important. Enfin, on dit que moi, j'ai rien contre les agriculteurs, mais j'ai quelque chose contre ce modèle agricole actuel. Parce que, par exemple, c'est responsable de plus de 60% des gaz à effet de serre, il me semble.
Non, c'est Non, plutôt c'est beaucoup moins que une ça, vingtaine de c'est pourcents un en petit gros. peu moins. C'est à peu près 20%. Peu importe, ça reste énorme. 20 et 60, c'est pas pareil, mais ça reste beaucoup. Et par exemple, en termes de la viande, c'est hyper important. Donc il y a beaucoup de véganes qui militent pour qu'on limite la viande parce qu'avec la quantité de légumes que mangent les animaux en protéines carnées, on aurait beaucoup plus pour nourrir la population en protéines végétales. Par exemple, on peut commencer par réduire la taille des élevages industriels et donc la consommation de viande. Il y a surtout un manque aussi d'informations pour les consommateurs, j'ai l'impression. Aussi, il y a la question des déchets. On voit qu'il n'y a pas d'harmonisation au niveau des dates de péremption, etc. Du coup, ça cause des gros problèmes de déchets. Il y a eu un rapport de l'application Too Good To Go récemment. Pour la question de l'agriculture, il y a aussi, j'ai vu qu'il y avait au Parlement une loi sur le broyage des poussins vivants qui avait été refusée par la majorité. Et du coup, rien que ça, c'est une mesure qui montre qu'il n'y a pas une... comment dire, ça parle de broyer les poussins. Donc la question agriculture, elle est laissée de côté par le grand débat ou le bien-être animal. Ouais, par exemple, le bien-être animal, rien que si on considérait l'animal de manière différente, ça changerait notre angle de vue, notre prise de lecture. Et du coup, on aurait un rapport différent à l'animal et donc à l'alimentation. Et ça contribuerait, par l'éducation, par ce rapport à l'animal, à changer les pratiques alimentaires qui sont néfastes pour l'environnement. Et il y a plein de questions comme ça, par exemple la question sur les pratiques alimentaires, juste un exemple. Des engrais azotés aussi. Nos ministères sont en train de travailler ensemble, entre le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, pour revoir ensemble à la fois les recommandations sur c'est quoi bien manger. Vous savez, 5 fruits et légumes par jour, comment est-ce qu'on remet à jour ce programme, s'appelle le PNNS. Le programme Plan national nutrition santé, le programme national de l'alimentation, pour qu'on ait une vision ensemble, santé, écologie et agriculture, sur c'est quoi un régime alimentaire. Donc c'est quoi les recommandations qui après vont aller dans les écoles, ça va servir à la fois au menu pour la restauration collective, et aussi les campagnes. C'est quoi un régime alimentaire qui est à la fois bon pour les gens et bon pour la planète. Donc là, on est vraiment en train d'essayer d'avancer. Et donc la question de la viande, qui est posée dans ce débat, on ira probablement vers moins de viande qu'aujourd'hui, garder quand même des protéines animales, varier entre la viande, le poisson, le lait, les œufs, pour aller vers un régime qui progressivement est plus soutenable à la fois pour la planète et pour les gens. Et il y a plein d'études scientifiques qui disent ça. Donc on est en train d'essayer d'avancer sur un truc qui s'intègre progressivement, justement pour que le ministère de l'écologie soit pas je fais de l'écologie dans mon coin et puis pendant ce temps-là, la santé fait son truc, l'agriculture fait son truc, mais qu'on arrive à essaimer dans toutes les politiques publiques. Après, est-ce qu'on va assez vite? Est-ce qu'on loupe des balles? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on devrait être encore plus positionné? C'est possible. Donc, c'est un combat aussi, il faut convaincre. Tout ça, c'est des changements de vision. C'est la société de demain, comment est-ce qu'on veut la construire. Mais on est vraiment sur ces batailles-là. Est-ce que dans les batailles justement dans les batailles que vous menez tous les deux au sein des différents ministères et du vôtre, vous prenez en compte d'une part la collapsologie, vous en avez peut-être entendu parler, même juste le Premier simplement, ministre pour terminer sur cette thématique-là, qu'on ne parte pas dans tous les simplement, Rosalie, il me semble que tu voulais intervenir par rapport à ce que tu fais aussi dans ta vie lycéenne. À la réduction de la viande et des protéines animales, moi, avec le CVL de mon lycée, on essaye en ce moment de mettre en place le lundi vert dans mon lycée, dans la cantine de mon lycée, chose qui a été faite dans près de 40 pays dans le monde. Donc c'est très compliqué à l'échelle d'un lycée de mettre en place ce lundi vert. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jour, enfin le lundi en l'occurrence, pas de protéines animales mais que des protéines végétales. Et par rapport à ça, moi j'aimerais savoir si c'est possible avec vos postes de mettre le lundi vert à l'échelle nationale. Ce serait totalement en lien avec ce que vous proposez dans vos campagnes. Et voilà, le lundi vert, c'est hyper simple. C'est un jour par semaine où on ne mange pas de viande ou de poisson. Et ça peut avoir un impact énorme sur l'eau, sur l'écologie, sur le très long terme. Et sur l'éducation des nouvelles générations aussi. Ça doit générer des réflexes, Voilà, juste pour répondre là-dessus, moi je le fais le lundi vert. Ok. Et je pense que derrière la question posée, qui est aussi un symbole,
il y a la question plus globale du régime. Donc je ne sais pas si l'objectif c'est d'aller dans toutes les cantines parce que c'est contraignant, c'est un jour, c'est pas forcément le bon pour tout le monde, etc. Ou si l'objectif c'est de dire il faut passer un message de varier les menus et donc sur 10 menus ou 15 menus de la semaine, avant tous les repas il y a forcément des protéines animales et le message c'est pas forcément tout le temps. Donc je ne sais pas si l'objet lundi vert c'est le truc qu'il faut généraliser partout. Je pense que c'est un élément de prise de conscience, c'est aussi pour ça que je le fais. Mais en tout cas, dire il faut amener la restauration collective et les gens du coup, parce que la restauration collective c'est un exemple qui après sert de moteur, à varier les menus et à considérer qu'un menu avec des protéines végétales c'est aussi un menu, ça oui. D'accord, parce que vous savez quand même qu'en France aujourd'hui la consommation de viande baisse. Ça, c'est pas une décision politique, c'est une décision des consommateurs. Enfin, c'est des choix de consommateurs mis bout à bout. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement parce qu'il y a des gens qui deviennent véganes, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui, dans leur consommation toute la semaine, mangent moins de viande qu'ils ne le faisaient il y a quelques années. Et la question des moyens aussi qui revient. Il n'y a plus les moyens d'acheter de la viande, surtout de la viande de qualité. Et ça peut être une question d'argent, mais en l'occurrence, je pense que pour beaucoup de gens, c'est une question de choix. Oui, mais ça, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que si quand on commence à dire la consommation de viande baisse, et parce qu'on dit ça répond aussi à un objectif de réduction de tous les impacts de l'élevage, c'est-à-dire l'impact climatique, c'est-à-dire l'impact sur l'eau, l'importation de soja du Brésil ou des choses comme ça, on dit ah oui non mais en fait c'est pas du tout pour cette raison-là, c'est mauvais parce qu'en fait c'est pour des raisons sociales, c'est des gens qui se privent. On s'en sortira jamais. C'est comme si on dit tant qu'on n'aura pas fait ci, on n'aura rien fait, ou on se fait la bataille sur le glyphosate. Du coup, pendant tout ce temps-là, on ne parle pas des centaines d'autres produits chimiques qui sont utilisés, non seulement dans l'agriculture, mais qui sont utilisés dans les cosmétiques. Les cosmétiques, c'est-à-dire les crèmes qu'on se met sur le visage, qu'on utilise pour se faire du bien, et qui en fait intègrent tout un tas de produits chimiques. Donc c'est vrai qu'on pointe du doigt les agriculteurs, puis dans ce temps-là, on ne parle pas de l'industrie des cosmétiques, alors qu'il faut là pour le coup avoir une approche un peu globale. Donc typiquement sur la question de la viande ou sans être dans un débat, est-ce que vous devenez demain matin 100% vegan ou est-ce que vous continuez à être des gros mangeurs de viande? Moi je suis mais parce que le débat public est souvent ramené à ça. Eh bien, moi, je suis tout à fait pour ce que vous dites. Je suis étonné, d'ailleurs, que, je vous le dis franchement, que dans votre lycée, on vous dise que c'est pas possible. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'une décision de l'État. Il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Vous savez qui est-ce qui s'occupe des cantines dans les lycées? C'est les régions. C'est les élus des régions qui sont responsables de ce qui est mis dans les cantines des lycées. Pour les communes, enfin pour les écoles, c'est les communes, et pour les collèges, c'est les départements. Eh bien, en effet, on peut avoir une dynamique générale. Moi, j'avais même fait une proposition de loi à une époque pour qu'il y ait la possibilité d'un menu végétarien dans toutes les cantines où il y a un self-service, c'est-à-dire les endroits où il y a le choix. Où il y a le choix. Voilà. Donc, et en plus, souvent, ça coûte moins cher, donc c'est pas une question sociale. Il faut arrêter avec ces clichés. Moi, je me battrais d'ailleurs, parce que ça revient sans cesse dans le débat. Si vous veniez dans le débat, vous seriez confronté à des gens qui vous diraient oui, mais l'écologie, c'est un truc de bobo parisien. Peut-être ne faisons pas venir d'autres débats dans ce débat. Non, parce que si chacun est dans son coin, si on discute d'écologie avec ceux qui sont convaincus 100% qu'il faut faire de l'écologie, puis on discute d'industrie avec ceux qui pensent qu'il ne faut pas parler d'écologie quand on parle d'industrie, on ne va jamais y arriver. On est conscient de ça, mais c'est simplement, c'est simplement d'avancer dans la discussion parce que nous, on n'a pas mis ça. À cette proposition concrète sur le fait d'avoir, en effet, est-ce que c'est le lundi, est-ce que c'est un autre jour, peu importe, mais qu'il y ait un jour où il y ait pas de viande dans les menus des lycées, ou qu'il y ait dans tous les self-service des cantines scolaires, là où il y a un self-service, qu'il y ait la possibilité d'un menu végétarien. Moi, je suis pour. Eh ben, tant mieux. Même si je sais que je vais avoir demain une pétition peut-être des éleveurs qui vont me dire c'est un scandale, vous faites baisser la consommation de viande, donc vous faites baisser le cours de la viande, etc., etc. Mais il y a un moment donné, il faut qu'on conduise un certain nombre de transformations et qu'on accompagne les éleveurs, les producteurs de viande, comme la filière agroalimentaire industrielle. Je voyais un commentaire tout à l'heure, là, des gens qui passent, on n'a pas le temps de les lire, enfin j'en ai saisi un au vol, qui dit ah c'est scandaleux, c'est Danone, c'est les grands groupes, c'est Coca-Cola, etc. Là on n'a pas une cantine 100% bio. Donc voilà, mais si on veut transformer les choses à grande échelle, que ça reste pas dans des petits coins, juste quelques personnes qui prennent des initiatives, il faut qu'on entraîne, comme vous le disiez tout à l'heure, Coca-Cola, qu'on entraîne Danone, qu'on entraîne les grands producteurs de l'agroalimentaire, les grands producteurs agricoles, les grosses coopératives agricoles. Il faut qu'on les entraîne dans cette démarche. Sinon, on n'y arrivera pas. Rosalie disait pourquoi on ne légifère pas ce lundi vert ou
repas végétariens. Parce que moi, c'est quand même un peu triste si on est obligé de faire une loi dans notre pays pour que dans les lycées, il y ait un repas végétarien. Personnellement, moi, je suis végétarienne. Moi, je suis végétarienne et je peux pas manger à la cantine. Je peux pas manger à la cantine. Donc, il faut bien trouver une solution. Parce que là, moi, mais quelle est l'objection que vous donne votre lycée par rapport au lundi vert? Oui. Non, c'est juste que ça prend du temps et c'est compliqué avec la région. Non, on m'a dit que c'était pas possible. On m'a dit que ça prenait beaucoup de temps. Ils m'ont dit que c'était possible, mais que ça prenait du temps. Et je pense que là, c'est à l'échelle d'un lycée, dans le 8e à Paris. On est quand même dans des conditions assez favorables. Je pense que ça pourrait être une loi qui pourrait être mise à toutes les cantines, que ce soit les cantines des écoles, des collèges, des prisons, de tout ce que vous voulez. Enfin, il y a un problème majeur, il y a un problème vraiment majeur, et aussi au-delà du problème éthique, pour les gens qui ne mangent pas de viande soit par choix, soit par religion, on a été capable en France de faire des menus sans porc dans toutes les écoles de France et de Navarre, des collèges, des lycées, et on ne serait pas capable de faire un menu végétarien. Et il faudrait une loi pour ça. Il n'y a jamais eu de loi sur le menu sans porc, jamais. Moi, il n'y a pas de repas végétarien. Et je ne peux pas manger dans ma cantine au lycée. Je ne peux pas manger à la cantine au lycée. Ce que vous dites, c'est que ce sont des élèves comme Rosalie qui devraient militer individuellement au sein de leur lycée pour qu'il y ait des menus végétariens. Comment en fait on met ça en place? Là, je l'ai dit, c'est le lycée avec la région Île-de-France, puisque là on est en Île-de-France, qui doit s'organiser pour répondre à cette demande, ou qui doit faire une réponse vraiment argumentée pour dire c'est pas possible. Parce que si c'est possible de mettre de la viande dans les assiettes, ça doit être possible de mettre des céréales. Quand même, là je crois qu'on n'a pas besoin d'une loi pour ça quand même. En fait, pour ne pas rester sur un point aussi technique que le lundi vert... Revenons-en à l'approche holistique. Moi, sur cette approche, je suis assez dans la démarche d'Aurélien Barraud, par exemple, qui dit dans tous les cas, il faut arrêter de dire « Ah, ça va être le lundi, ça va être de 14h à 15h ». En fait, qu'on soit pour la protection du vivant. Est-ce que parmi, dans toutes les batailles que vous menez, que vous dites mener en tout cas, vous allez... Que nous menons. Oui, admettons, vous allez voir la suite de la question. Vous allez vraiment militer au sein de toutes les personnes du gouvernement et toute l'influence que vous pouvez avoir actuellement, industrielle ou gouvernementale, pour l'instauration de l'état d'urgence climatique et de biodiversité. Parce que moi, je l'ai dit, ça a été ma réaction à la pétition bien avant qu'elle ait 2 200 000 signataires sur le climat. Et on s'en est réjoui d'ailleurs, parce que nous, on considère que c'est un point d'appui, justement, en effet, pour essayer de lever les obstacles qui peuvent exister au gouvernement, qui existent à un certain nombre de lobbies et qui existent tout simplement dans la société française, dans le pays. Parce que vous avez quand même remarqué qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils disent l'inverse. Ils trouvent que ça va trop vite. Mais nous, là, ici... Nous, on se bat, en effet, on se bat pour dire, avant même de déclarer l'urgence, c'est pareil, déclarer l'état d'urgence climatique, c'est une formule, mais au-delà de la formule, il faut quand même que ça devienne des actions. C'est pour ça que moi, je ne balaye pas d'un revers de la main des actions concrètes, comme on dit, voilà, on va pas passer tous les repas de toutes les cantines tous les jours, mais il y en a une fois par semaine. Bon, eh bien, sur le climat, nous, notre bataille du moment, c'est de poursuivre tout ce qui est engagé parce qu'on en fait beaucoup déjà et en faire plus, et surtout ne pas s'arrêter ou ne pas freiner. Alors que la tentation de s'arrêter, la tentation de la pause en matière écologique, elle est permanente. Mais est-ce qu'elle a commencé cette bataille pour la survie de la biodiversité? Non, mais parfois on se demande, parce qu'avec les reculs qu'il y a des sur... Au-delà du plateau, parce qu'on ne va pas tout régler en effet, et on ne va pas parler de tout là cet après-midi, mais revoyons-nous sur l'ensemble des sujets. Nous, on ne demande pas mieux, que de travailler ensemble sur des solutions, et 2, de travailler ensemble sur des mobilisations. Parce que de fait, il faut mobiliser pour bousculer tous ceux qui veulent que rien ne change. Soit par inertie, soit parfois par intérêt. Mais c'est même pas toujours par intérêt. Je suis sûr que dans le lycée, c'est même pas une question de dire on veut pas parce que on défend tel ou tel intérêt. C'est par inertie. C'est parce que oui, il faut chercher d'autres fournisseurs, oui, il faut construire d'autres menus, etc. Mais ça, c'est absolument pas insurmontable. Et du coup, on est d'accord sur les enjeux colossaux de la question écologique, etc. Et du coup, pourquoi ne pas, par exemple, inscrire dans la Constitution quelque chose qui dit que toute mesure politique qui va à l'encontre de l'écologie est à bannir et on ne pourrait pas appliquer si ça ne va pas dans le sens de l'écologie? Il y a un appel en ce sens en ce moment, l'appel pour une constitution écologique, pour mettre la protection de l'environnement et de la biodiversité à l'article 1 de la Constitution. Vous savez qu'on l'a fait.
Ça a été voté au mois de juillet au Parlement, à l'Assemblée nationale. J'étais président de l'Assemblée à l'époque, donc je m'en souviens parfaitement. En juillet 2018, simplement la réforme constitutionnelle, vous savez qu'elle a été torpillée à ce moment-là et qu'elle doit être reprise. Et moi, je souhaite absolument que cette question, justement, du climat et de la biodiversité, parce qu'on avait mis les deux, soit dans la Constitution. Pas simplement pour dire la Constitution, ce sera... Oui, à l'article 1er, bien sûr. Ce ne sera pas simplement le bien contre le mal, parce que c'est pas ça la politique. Mais qu'en revanche, chaque fois qu'on prend une mesure, il n'y ait pas un jour le Conseil constitutionnel qui nous tombe dessus en disant « Ah non, ça, vous ne pouvez pas le prendre au nom du climat ou au nom de la biodiversité, parce qu'il y a d'autres principes, la liberté, l'égalité, la propriété, le droit d'entreprise, qui sont plus importants et qui sont dans la Constitution. » C'est pour cette raison-là, parce que c'est déjà arrivé, la première mouture de la taxe carbone en 2009, elle a été balayée par le Conseil constitutionnel parce qu'il n'y avait pas la possibilité de s'appuyer sur le fait qu'il y ait le climat ou la biodiversité, par exemple, comme principe constitutionnel. Mais par exemple, merci. Désolé, il faut qu'on fasse une pause parce qu'en plus il y a des gens ici qui doivent partir. Pour la publicité non, car c'est pas la télé. Il faut faire un petit changement de plateau en fait et un analyse desk. Alors, je remercie Hélène qui va devoir partir ainsi que Mel Vargon aussi qui doit partir et donc je vous laisse. On vous laisse ici quelques minutes et vous allez retrouver le super duo Florent et François pour l'analyse desk pour quelques minutes. Et oui, alors droit d'entreprise, écologie, qu'est-ce qui doit primer l'un sur l'autre, c'est l'un des thèmes qui a été abordé dans ce débat. On espère que ça vous plaît. Vous êtes sur le grand débatton, 11 heures d'émission spéciale où on reçoit 10 ministres et le Premier ministre qu'on a reçu en début de journée. Qui discutent du coup avec vous, qui prennent vos messages et vos questions qu'on répercute sur le plateau. On espère que ça vous plaît, vous êtes très nombreux à nous suivre. Voilà, et on vous a posé une question dans un sondage, une question de sondage à la précédente pause et on a des réponses. Analyser effectivement les résultats. On veut des réponses. Les résultats directement avec vous. Alors effectivement, en plus le sondage a un peu changé puisqu'au début on demandait de qui doit venir le changement. Il n'y avait qu'un seul choix possible ou de qui doit venir principalement le changement. Finalement, le sondage a été modifié pour qu'on puisse mettre plusieurs choix. Donc on va regarder les résultats. Juste avant, il y a un petit point fact-checking. J'ai vu qu'il y a eu un débat sur la part des émissions de gaz à effet de serre, de la part de l'agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre. On va commenter les résultats juste après. Effectivement, quelqu'un dans le chat en plus a pris la peine de vérifier. L'agriculture représente 24% a priori des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Sur la France, selon les années, on a des chiffres entre 17 et 20%. Okay. Donc effectivement, c'était pas 60%, on était plus proche de 20%. Qui disait 60%? On veut des noms. On veut des noms. Voilà, donc le résultat du sondage, transition écologique, de qui doivent venir les changements, des politiques, des entreprises, des citoyens. Vous êtes partagés, on n'est pas un tiers, mais alors un quart des citoyens et deux gros tiers quand même, 38 et 37% pour 38% des politiques, de l'action de l'État en fait, plus que les politiques quoi, et 37,5% estimé que ça doit venir des entreprises. Alors évidemment, comme ça a été dit pendant la table ronde, c'est pas le mot, pendant le débat, c'est évidemment l'action doit être conjointe, mais vous êtes une courte majorité à estimer que c'est surtout une action politique qui doit jouer et une action collective via les majorité, puisqu'on est à 38%, donc c'est une majorité pas tant. Mais c'est une majorité relative, pas absolue. C'est une majorité relative. Ça reste une majorité, monsieur. On gouverne avec des majorités relatives, tu sais. Donc voilà. Et on a un second sondage. Pardon, t'allais dire un truc, je t'ai coupé. De ce qu'on a lu dans le chat, effectivement, c'était très intéressant vos réactions, où certains disaient en fait pourquoi les citoyens. Il y a un peu moins de gens qui ont répondu des citoyens, parce que beaucoup dans le chat avaient l'impression que les citoyens faisaient déjà suffisamment d'efforts et que c'était aussi aux politiques et ou aux entreprises, l'un ayant un effet sur l'autre, de prendre des actions, notamment législatives, pour accélérer ce phénomène. Oui, puis ça permet de collectiviser l'action, c'est une position qui peut se comprendre. Et donc on avait un second sondage, si François de Régie peut nous envoyer ça, s'il vous plaît. Ces jeux de mots sont nuls, je sors de 4 heures d'émission, je suis cuit. Second sondage, peut-on se passer des énergies fossiles? Vous voyez, j'y arrive plus du tout. On est au bout. Pétrole, gaz. Les énergies fossiles, exactement, puisque fossilisées, donc non renouvelables. Pétrole, gaz, oui à 60% à peu près, non à 40%. Alors on peut peut-être progresser un tout petit peu dans cette question. Peut-on se passer des énergies fossiles? C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, si on disait du jour au lendemain, ce serait sûrement compliqué. Ouais. À quel horizon? Est-ce qu'on pourra s'en passer un jour? J'allais dire un jour, il y en aura probablement plus un jour. Donc de toute façon, c'est effectivement en quantité limitée. J'en profite, on a fait un
je fais de l'autopromo. On a fait un débat dans le Dranche où la question était peut-on sortir complètement des énergies fossiles à horizon 2050 ? Et en fait, on s'est rendu compte, donc on avait un pour, un contre, et on s'est rendu compte que le débat était loin d'être facile et que finalement on avait une majorité qui pensait que c'était faisable avant de lire le débat. On avait une courte majorité qui pensait que c'était pas faisable après avoir lu le débat. En tout cas, la question est loin d'être tranchée. C'est sûr que c'est des questions qui sont pas simples. Ouais, qui sont complexes. Et puis la même question se pose pour le nucléaire aussi. Qu'est-ce qu'on fait du nucléaire ? Est-ce que on continue avec le nucléaire ? Est-ce qu'on ralentit ? Est-ce qu'on cesse ? Si on arrête le nucléaire, comment on fait ? Si on continue, dans quelle quantité ? Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la falaise nucléaire, je ne sais plus exactement comment, je crois que c'est ça, la falaise nucléaire, qui est le fait que il y a beaucoup de centrales nucléaires françaises qui vont arriver à expiration en fin de vie, à peu près tout au même moment, et que du coup la capacité de production de l'énergie nucléaire en France risque de chuter de manière assez importante si jamais on ne construit pas de nouvelles centrales ou qu'on en rénove ou que sais-je, que savons-nous. Et donc c'est des débats qui sont complexes et qui évidemment, parce que bien sûr, le nucléaire, idéalement, probablement tout le monde aimerait en sortir, dans un monde idéal où on pourrait convertir 100% de l'énergie solaire, par exemple, imaginons. Mais évidemment, c'est plus simple à dire qu'à faire. Et en attendant, il faut quand même produire de l'électricité, parce que sinon, comment on fait quoi ? L'électricité, d'une certaine manière, si on bouge, c'est parce que on a de l'énergie. Effectivement, alors c'était vraiment une question. Alors le nucléaire, c'était vraiment une question qui a beaucoup animé le chat. Et effectivement, c'est une question qui est très intéressante, elle aussi assez complexe, mais effectivement très intéressant. Faire un nucléaire propre. Bon, c'est pas forcément l'objet du débat, mais c'est vrai qu'on pourrait parler des EPR, de la fusion, parce que la fusion c'est aussi du nucléaire, mais c'est pas basé sur l'uranium. Bon, il y a énormément de. Et alors oui, Florent a fondé le Dranche, c'est ce que vous demandiez dans le chat. C'est ça, exactement. C'est vrai qu'on s'est même pas représenté, mais finalement. Voilà, tout à fait. Faisons-le, tu sais quoi. Voilà. Donc Florent, cofondateur du journal Le Dranche, un journal où vous pouvez lire le pour et le contre pour vous faire votre propre opinion. T'as un exemplaire. T'en as un juste là. Voilà, notre dernier exemplaire papier. En plus, c'était spécialement sur le grand débat. C'est tous les mois, c'est ça ? C'est tous les mois, tout à fait. L'exemplaire papier, le site. Vous êtes combien dans l'équipe ? On est 8 maintenant dans l'équipe. Et le site internet est complètement gratuit, sans pub. Et allez voir. Voilà, quant à moi, c'est François et je suis présentateur sur Acropolis et vous pouvez me retrouver tous les mardis et mercredis à 14h30 pour commenter les questions d'actualité au gouvernement, qui est une séance de l'Assemblée nationale, et j'essaye d'expliciter, de simplifier ce qui se dit, ce qui est dit par les députés comme par les ministres, et de vous intéresser au débat politique. Effectivement, puisque sur chaque plateau d'analyse, je pense qu'on peut te présenter aussi un peu plus en détail, puisque c'était marqué pas besoin d'énergie nucléaire pour repasser un t-shirt. Je pense qu'effectivement, on peut le préciser, le t-shirt froissé est un peu ta marque de fabrique. Finalement. Exactement, c'est ma marque de fabrique. C'est volontairement que j'ai un t-shirt froissé parce que je le repasse pas dans la vie au quotidien, parce que je trouve que c'est du temps perdu pour rien, vraiment là pour purement rien. Je trouve que je suis pas plus intelligent ni moins intelligent avec un t-shirt repassé ou qu'avec un t-shirt froissé. Donc je le fais pas dans les émissions Acropolis, et on s'est dit que là c'est pas parce que cette émission était particulière qu'il fallait que je repasse. Après tout, les ministres sont des gens comme vous et moi, on peut discuter avec eux, et voilà. Et donc du coup on voulait pas se dire qu'il fallait un traitement de faveur pour les ministres. Voilà, à chaque fois que tu apparais à l'écran, on sent que c'est une question qui Exactement. Mais alors il faut savoir que j'en ai un de repassé, parce que la question s'est quand même posée jusqu'aux dernières minutes du live, et j'en ai un de repassé dans mon sac, donc si vous voulez je viens avec le t-shirt repassé à la pause suivante. Très bien, écoutez, je pense que le plateau est prêt pour la suite du débat, et du coup on va pouvoir immédiatement vous repasser la main en plateau. On vous retrouve nous d'ici une grosse demi-heure pour un prochain plateau d'analyse. À tout à l'heure. Et nous revoici sur le plateau de la transition écologique pour la dernière partie de ces 2 heures, presque 2 heures, il nous reste presque une demi-heure. Et nous avons été rejoints pendant la pause par 2 nouvelles personnes. Alors tout d'abord, Brune Poisson, vous êtes, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être venu. Vous êtes secrétaire d'État à la transition écologique auprès de François de Rugy. Ah oui, je sais bien le terme officiel. Et nous avons aussi été rejoints par... Léa Camilleri, donc toi tu fais partie de l'affaire du siècle. Donc pour rappeler, c'est cette pétition qui a été lancée contre l'État pour inaction contre le changement climatique. François de Rugy, vous avez répondu à cette pétition il y a quelques jours avec une longue lettre de 10 pages. Et Léa, il me semble que tu avais une question par rapport à cette lettre. Oui, d'abord merci d'avoir répondu.
Je vous en prie, c'est bien normal. Et je voulais savoir, en fait, concrètement, puisque vous avez dit dans votre lettre que c'était surtout les citoyens qui n'étaient pas prêts, et aussi les entreprises. Mais je trouve que c'est un peu trop facile de se renvoyer la balle comme ça, parce que concrètement, aujourd'hui, si les institutions ne prennent pas de mesures nécessaires pour préserver la vie sur Terre, on fait quoi ? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Il y a justement 10 pages, donc là, c'est résumé en une phrase. Ce que j'ai dit, c'est que c'était quelque chose, pour reprendre le titre d'une des associations, c'est notre affaire à tous. C'est-à-dire que, et avant que vous arriviez sur le plateau, nous avons dit, c'est l'État, les entreprises, les citoyens, les collectivités locales. Voilà, tous les acteurs qui peuvent avoir une influence sur les émissions de gaz à effet de serre doivent y contribuer. Ce qu'il y a, c'est que dans le recours en justice, je ne parle pas de la pétition qui, je pense, est plus une pétition de soutien pour une action climatique plus forte, plus rapide, plus importante. Mais le recours... un mouvement jamais vu aussi pour le climat. Et c'est très bien. Moi, j'ai dit que c'était très bien. Qui a été le plus signé en France. Voilà. Oui, de plus de 2 millions. 2,1 millions de signatures. Oui, tout à fait. Alors que certains me le reprochaient d'en dire du bien, parce qu'on m'a dit ça veut dire que vous félicitez ceux qui vous attaquent. J'estime que c'est un outil de mobilisation, justement, sur le climat. Et c'est vrai que en revanche, le recours porté par les 4 associations, je ne sais pas si vous faites partie de l'une d'entre elles, eh bien, il est dit que c'est l'État qui doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Bah, bien sûr. Non. Ou alors, qui est l'État ? C'est la France qui doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de même que c'est la Chine, que c'est les États-Unis. Tout le monde a dit au niveau mondial, c'est l'objet principal, donner un prix au carbone, parce que si on ne donne pas un prix au carbone, on va continuer à consommer des énergies fossiles qui émettent beaucoup de CO2, beaucoup de carbone. Bon. En France, on est passé entre 2013 et 2018, en 5 ans, d'une taxe carbone de 0. En 2013, elle était à 0, à 45,5 € la tonne. Ce qui fait qu'en Europe, on est le 3e pays où la taxe carbone est la plus élevée. D'accord, mais ça, il faut juste rappeler à qui s'applique la taxe carbone. La taxe carbone, c'est concret, et je pense qu'on en a un peu parlé d'ailleurs ces derniers mois avec la question des carburants. C'est le pétrole qui est mis dans nos voitures sous forme d'essence ou de diesel. C'est le pétrole qui est mis dans nos chaudières au fioul sous forme de fioul. C'est le gaz. C'est toutes les énergies fossiles qui sont utilisées par des particuliers, des collectivités ou des entreprises. C'est ça la question. Par exemple, dire qu'on n'a rien fait ou dire qu'on est dans l'inaction. La pétition, c'est l'inaction climatique. Pas assez. Et vous faites pas, et c'est pas suffisant finalement. On peut toujours en parler, bien sûr. Parlons-en. Mais en faisant des propositions concrètes, parce que quand même, si on est à mélanger, par exemple, le fait que Trump aux États-Unis, lui, il se retire de l'accord de Paris et ce que nous on fait en Europe. Moi, je voulais quand même répondre à ce qui était dit tout à l'heure. Attendez, parce que ça, on dit à l'échelle française et européenne. C'est pas vieux, c'était au mois d'octobre dernier. On a mené la bataille. Nous, la France, et moi, en tant que ministre, avec Brune Poirson, on est allé à Bruxelles, c'était au Luxembourg, avec les 27 États de l'Union européenne, les représentants des 27 gouvernements. L'enjeu, c'était quelles normes d'émissions de CO2 des voitures en 2030. On a déjà les normes pour 2020. Et d'ailleurs, si les constructeurs ne le respectent pas, ils seront à l'amende, des amendes de plusieurs milliards d'euros. On fixe pour celles pour 2030. Nous, on disait il faut aller à entre moins 35 et moins 40% d'émissions de CO2. L'Allemagne, la Commission européenne disait moins 30%. Les constructeurs automobiles disaient moins 20%. On a mené cette bataille, on l'a gagnée. Pas parce qu'on est les meilleurs et qu'on est super, parce qu'on est allé chercher les pays, on est allé rassembler, on a évité que les pays de l'Est disent attendez, nous on est à la traîne, on ne veut pas être contraints avec tout ça. Et ensuite, le Parlement européen a poussé aussi et on arrive à 37,5, moins 37,5 d'émissions de CO2 pour les voitures dans 10 ans, enfin dans 12 ans. Voilà. Ça, c'est une bataille qui est concrète, qui est précise, c'est de l'action climatique. Qu'on ne fait pas porter, je finis juste là-dessus, qu'on ne fait pas porter sur les citoyens, on ne la fait pas porter sur les automobilistes, on la fait porter sur les industriels de l'automobile. Et quand je suis avec les industriels de l'automobile, je leur dis exactement la même chose que ce que je vous dis à vous ou à vous dans ce studio. Sinon, ça ne sert à rien. Et cette bataille-là, elle va produire des résultats concrets sur les émissions de CO2 de nos voitures demain. Si je peux me permettre, je pense que la question de Mathilde, de Léa, c'est quel est le projet de société que vous proposez en prenant en compte justement cette question climatique aujourd'hui, au-delà d'une mesure ou une autre mesure. C'est pas prendre en compte la question climatique, c'est pour nous c'est notre objectif numéro 1. C'est-à-dire que dans notre action, c'est l'objectif numéro 1, c'est de tout faire pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, alors que la France est le pays d'Europe
avec la Suède, hein, voilà, il y a 2 pays d'Europe qui ont le plus faible taux d'émissions de gaz à effet de serre rapporté à la population et à l'activité économique de la France. Mais bien qu'on soit déjà aujourd'hui parmi voit... les plus faibles, on dit on va continuer à porter l'effort. Alors qu'autour de nous, des gens, des citoyens comme vous et moi, ça sert disent à rien de non, dire, non, ça sert à rien, il vaudrait mieux que ce soit la Chine, il vaudrait mieux que ce soit la Pologne, il vaudrait mieux que ce soit... Excusez-moi, ça sert à rien de dire on fait mieux que les autres pour essayer de... Mais je crois... C'est quand même important de temps en temps de dire quand on fait les choses bien. D'accord, mais le problème c'est que ce n'est pas suffisant et c'est démotivant. aussi ce que vous avez mis en avant dans votre réponse, en mode on fait mieux que nos voisins, on fait mieux que les autres. Mais ce n'est pas suffisant. Et à côté, on voit que votre gouvernement promeut un tout routier en promouvant des projets autoroutiers. On n'a jamais fait autant massifs. pour les investissements ferroviaires. Il n'y a jamais eu autant d'argent investi en France aujourd'hui, en année 2019, pour les projets ferroviaires. 43, il me semble. Il y a encore des projets autoroutiers ou des projets comme la Montagne d'Or en Guyane qui promeut la déforestation. Déforestation. D'accord, mais on s'en occupe. Si vous avez suivi le dernier débat au Parlement, j'ai dit ce qu'on en pensait. Et on va continuer à avancer parce que c'est pas le genre de projet qu'on compte soutenir. La Montagne d'Or, c'est un projet, je rappelle juste pour les gens qui nous regardent, la Montagne d'Or, c'est un projet de mine à ciel ouvert, une mine d'or à ciel ouvert en Guyane. Oui. Et les mines d'or et à sachant que l'or est déjà exploité en Guyane, mais il est exploité par des entreprises plus petites que Montagne d'Or. Mais du coup, quand elle disait qu'on va dans le mur, oui, vous dites que non, mais si on va dans le mur, il y a plusieurs études qui parlent d'effondrement, etc. La question, c'est de savoir quand on rentre dans le mur et à quelle intensité. Du coup, c'est pour ça qu'il faut prendre des projets, il faut changer de paradigme, il faut s'habituer, etc. Par exemple, on parlait de l'accord de Paris, et il me semble avoir lu que le TAFTA, l'accord de libre-échange avec le Canada, l'accord de libre-échange avec le Japon, et tout ça, ça contribue à faire importer des produits du Canada, c'est-à-dire des vols d'avion, c'est-à-dire du kérosène, etc. Et ça ne nous permet pas de rentrer dans les clous de l'accord de Paris. Alors, là-dessus, plusieurs choses. Moi, je pense que vous avez tout à fait raison, si je peux me permettre, de poser la question des échanges économiques et des échanges commerciaux. Parce que moi, j'en suis intimement convaincue, et c'est ce que vous avez dit, je crois il faut qu'on retrouve du sens. On est arrivé à un moment où il y a, moi je le pense vraiment sincèrement, une vraie crise de sens, qui est aussi une des manifestations, c'est une des raisons de la crise des Gilets jaunes. Je crois qu'on arrive au bout d'un certain système capitaliste, avec une mondialisation qui a été, il faut bien le dire, débridée. Vraiment, et moi j'ai habité à l'étranger, et je l'ai vu, et je le vois, et je pense qu'il faut changer ça profondément. Et ça commence déjà par faire en sorte que l'accord de Paris soit pris en compte dans les échanges commerciaux. Aujourd'hui, si vous pouvez faire du commerce, l'Union européenne peut faire du commerce, par exemple, et c'est considéré comme légal, avec un pays qui ne respecte pas l'accord de Paris. Mais dans ce cas, eh bien ça, nous le changeons. Nous le changeons. Nous le changeons. Mais le président, par exemple, le Mercosur. Le Mercosur, par exemple, le président de la République a dit, en l'état, c'est pas satisfaisant. Premièrement. Deuxièmement, ne soyons pas totalement naïfs non plus. Et je le dis à l'avance, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne soutiens pas la mondialisation et le système mondialisé tel qu'il est aujourd'hui. Mais je dis simplement, on ne peut pas du jour au lendemain fermer nos frontières. Sinon, c'est le projet du Front National. Mais j'ai pas moi, c'est ce que j'entends. En revanche, non, mais si on dit signer des accords commerciaux, pourquoi est-ce qu'on les signe? On les signe aussi parce que les échanges, et toujours c'est comme ça dans l'histoire de l'humanité, les échanges apportent aussi de la richesse et il est essentiel. Ce qu'il faut maintenant, c'est réguler ces échanges. Faire en sorte que la préservation de l'environnement soit vraiment prise en compte dans les échanges commerciaux. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et moi, je peux vous le dire, j'étais à Bruxelles aujourd'hui encore, et j'en ai parlé, et j'essaye de convaincre d'autres pays européens. Je vous le dis sincèrement, c'est pas très politiquement correct, et ni diplomatiquement correct, mais la France, pour le moment, au niveau européen, on est seul. J'ai l'impression de prêcher dans le désert quand je dis les accords commerciaux, il faut prendre en compte le respect de l'accord de Paris. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Or, pour signer un accord commercial, il faut être deux. Alors, il faut être deux ou plusieurs, hein, mais en tout cas, il faut qu'il y ait plusieurs échanges. Il y a des choses auxquelles on dit non. Par exemple, le Mercosur, en l'état, ça l'est pas. Moi, je pense que le CETA n'est pas un accord qui était totalement satisfaisant. Il satisfait beaucoup de pays européens. Ça fait 10 ans que les négociations ont commencé. Ce qu'on fait avec le CETA, on a mis en place un plan d'action pour faire au moins au niveau français, pour essayer de mettre un peu des barrières. Le CETA, c'est un accord qui a commencé à être négocié bien avant qu'on arrive au gouvernement. On s'est retrouvé là avec cet accord sur les bras.
mais qui n'engage pas que la France, hein, c'est aussi l'Union européenne. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que souvent la France, dans les négociations, c'est pas la France seule. C'est pareil à la COP24, on dit à la France, la France, c'est pas la France qui négocie, c'est l'Union européenne. Et un pacte, c'est pas un ministre, c'est le commissaire européen. Ça, je sais que vous avez reçu Pierre Larrouturou plusieurs fois déjà, et vous en êtes toutes les négociations. Alors, juste pour rappeler, Pierre Larrouturou a proposé en fait la création d'une banque européenne pour le climat. Voilà. Alors, je vais vous dire, on a commencé à travailler là-dessus. C'est vrai que là, on commence à arriver en fait à la fin de la discussion, donc ce serait intéressant qu'on parle un peu plus concrètement des solutions, et ensuite que chacun vous puissiez aussi proposer vos idées, vos solutions de façon concrète. Là, sur la question de la finance climat, moi je pense que c'est essentiel. On ne peut plus avoir aujourd'hui des banques, des institutions financières qui vont financer des projets qui sont mauvais et nocifs pour la planète. Donc j'ai commencé à vous le dire en introduction. On met en place la régulation, le cadre pour faire en sorte que tous ces investissements privés ils soient redirigés vers des projets qui sont bons pour la planète. Parce que ça qui est fou, c'est que l'argent existe, il est au mauvais endroit. Donc on travaille vraiment pour le rediriger dans cette direction. Et il faut aussi, par exemple, une institution comme la Banque européenne d'investissement. Là, souvent, l'État investit directement. Il faut en fait utiliser l'argent public différemment. L'argent public, il doit être utilisé pour enlever du risque au projet, pour servir de fonds de garantie, pour attirer des capitaux privés. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. On veut changer, transformer le mandat de la BEI, et ça suppose aussi de convaincre l'ensemble des pays européens, et on veut faire en sorte que, et vous parliez de l'Agence française de développement, et franchement je suis ravie de vous entendre parler, parce qu'il y a trop peu de personnes qui en parlent, et je trouve ça même très bien que vous soyez bien conscients de ce que l'AFD fait, et ça c'est essentiel. Il faut que l'Agence française de développement, il faut que l'argent public, ça ne soit pas utilisé pour subventionner, mais plutôt pour dérisquer, pour enlever du risque au projet, pour attirer ces milliers de financements. Même pour vous donner un exemple très concret, après j'arrête de parler parce que parfois je m'emballe, hein, vous savez, vous pouvez me dire de me taire, mais surtout qu'il y a le ministre d'État et je ne voudrais pas monopoliser la parole. Mais par exemple, très concrètement, en Afrique, on a lancé un projet dans le cadre du One Planet Summit, on a lancé un projet de lutte contre la désertification. Eh bien, l'argent public a permis, si vous investissez ça a permis d'attirer 10 de capitaux privés. Voilà, je ne vais pas me rentrer là dans un débat trop technique, mais il faut utiliser l'argent public différemment. On y travaille. Moi, je pense que cette idée de pacte finance-climat, il est très mobilisateur. Je l'ai dit aujourd'hui d'ailleurs dans le journal Le Monde, et que c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut aller. Alors, simplement, il nous reste 5 minutes. C'est étrange parce qu'en fait, même 2 heures, ça passe très très vite sur un débat quand on est aussi nombreux. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un rapide tour, très rapide, et que chacun vous mettiez en avant une solution, une idée, une proposition que vous aimeriez communiquer au ministre et à la secrétaire d'État pour qu'ils repartent avec. Voilà. Alors Léa, je te laisse commencer. Moi, j'aimerais que chacun prenne ses responsabilités, qu'on arrête de se regarder les uns les autres pour savoir qui doit faire quoi. On doit tous faire quelque chose, d'autres avec plus de moyens que certains, dont vous, l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait... je sais pas, essayer de sensibiliser plus sur des actions personnelles aussi. Et je sais que vous avez envie que les citoyens fassent des choses, mais dans ce cas-là, il faut peut-être aménager des choses pour qu'ils puissent les faire. Et je pense notamment à l'enveloppe du site qui a été divisée par 2. Et je sais pas du tout à quoi ça... L'enveloppe du site, excuse-moi. Oui, du crédit d'impôt de la transition. Du crédit d'impôt de la transition écologique, d'accord. Du coup, voilà. Gildas. Alors, j'ai pas vraiment de solution, et c'était peut-être plus refaire un tout petit topo pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui sont là sur les différentes régions du monde, comment elles sont par rapport à la transition démographique. J'ai trop traité mon sujet. On pourra en parler aussi. Juste pour faire un topo rapide, on a parlé là de quelque chose de très franco-français ou européen, mais au niveau de la Chine, qui est le plus gros pollueur, c'est aussi celui qui produit, leader mondial de la production d'énergie solaire et leader mondial de l'énergie éolienne. Je permets de rappeler que parfois on est face à des contrastes assez marquants, que c'est parfois les plus pollueurs qui sont sous la contrainte, qui développent aussi vite des mix énergétiques plus variés. Au niveau des pays du Moyen-Orient et de la région MENA, donc Afrique du Nord et Moyen-Orient, il y a aussi énormément de choses qui se débloquent, encore une fois sous la contrainte, mais parce qu'ils ne veulent pas être dépendants de certaines énergies. Et au niveau de l'Afrique, voilà, je préfère juste faire un petit éclairage un peu mondial pour essayer de dézoomer un peu le débat sur où ça se passe un peu dans le monde. Et au niveau de l'Afrique, c'est
il y a aussi des choses qui émergent. C'est assez ambivalent parce qu'ils font face à des défis. Il y a énormément de gisements qui sont découverts. Donc, ils sont à la fois titillés d'aller exploiter ces gisements-là, mais en même temps, il y a énormément de projets d'énergie renouvelable qui se sont développés, notamment avec de l'éolien au Sénégal, dans le Ghana, qui est avec la plus grosse centrale solaire d'Afrique, ou encore le Maroc, qui est vraiment leader là-dedans. Donc voilà, c'était essayer un petit peu de dézoomer pour essayer de montrer un peu dans les autres pays comment ils traitent de ce phénomène-là aussi. Merci beaucoup, tu as raison, c'est important de mettre les choses en perspective. Manon, une idée, moi, une ce solution. sera très bref, vous m'excuserez, pour le coup, j'ai prêché pour ma paroisse. Non, en partant d'un constat, on en a discuté tout à l'heure en off, c'est que l'agriculture française, elle est capable de stocker du carbone, et massivement d'ailleurs, parce que tous les modèles agricoles peuvent capter du carbone, et quelle que soit la production, que ce soit des céréales, de l'élevage, de la forêt ou de l'agroforesterie, c'est pareil, toutes les productions peuvent en capter. Et il faut aussi rappeler que certes, comme n'importe quelle autre activité, l'agriculture produit du carbone, mais aussi elle est capable d'en capter. Et c'est ça qui est important parce qu'elle n'en capte plus que ce qu'elle n'en produit. Si on part pour donner juste des chiffres très rapides, pour 800 tonnes de carbone consommées, il y en a entre 1200 et 1500 qui sont captés. Et ça, c'est quand même pas négociable. Donc, moi, ce que j'aurais à vous proposer, c'est partant du principe que notre agriculture est capable de capter ce carbone, est-ce qu'il serait possible pour nous d'avoir une revalorisation un peu de nos bonnes pratiques, et notamment, pourquoi pas créer un fonds carbone qui permettrait d'améliorer et de financer la recherche sur l'innovation en agriculture, notamment pour qu'on continue notre combat pour la captation du carbone sur nos exploitations. Merci Manon. Merci. Mathilde, très rapidement. Désolée, on manque un petit peu de temps malheureusement. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la transition écologique rentre dans la Constitution, afin que vous ne soyez pas bloqués par le Conseil constitutionnel notamment, mais surtout, j'aimerais qu'il y ait une action plus rapide et que vous soigniez mieux votre communication et qu'elle soit plus directe et moins à se balancer les fautes, quoi. Parce que je pense qu'il y a une grosse incompréhension là-dessus, et je pense qu'il faut penser à revoir et à avoir une communication plus efficace sur votre action. Moi, je pensais à une sorte de haut conseil pour l'écologie, avec un groupe d'experts, un peu à la manière du Conseil constitutionnel. Un haut conseil à l'écologie. Voilà, ouais. Ça rejoint un peu son idée, mais avec des experts indépendants, pas vraiment comme le Conseil constitutionnel, sans trop d'air. D'accord. Et moi, je pense qu'il faudrait que, ça peut-être paraître un peu cru, mais que vous arrêtiez d'être ministre de la transition écologique parce qu'on n'a plus le temps d'être dans la transition. Je pense que maintenant, il faut être ministre de l'action écologique, mais urgente et efficace. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter de remettre toujours à plus loin. Par exemple, pour l'usage des plastiques à usage unique, l'arrêt des pailles, c'est en 2021. Vous l'avez encore reculé, c'était pour avant et vous l'aviez reculé. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on ne fait pas tout directement de façon efficace et quotidienne et tout de suite. Voilà, faut proposer des actions immédiates et voilà, c'est pas un sujet sur lequel j'aimerais vous proposer quelque chose, mais il faut plus d'actions, une question, une réponse, une action, un résultat. Il faut que ce soit plus efficace, parce que là on n'a pas le temps d'être dans la transition écologique et solidaire. Il faut qu'on soit dans l'action immédiate. Voilà. Monsieur de Rugy, comment est-ce que vous réagissez à toutes ces... rapidement, mais simplement, comment est-ce que vous accueillez toutes ces propositions différentes Moi, je les accueille positivement, même si je sais qu'il peut y avoir une critique sur le fait que ça ne va pas assez vite, pas assez loin, pas assez fort. Moi, je suis le premier à le dire. Je le dis à mes collègues du gouvernement, je le dis à des acteurs économiques ou autres. Moi, mon rôle, je pense d'ailleurs, c'est de mobiliser et d'essayer de bousculer tout ce qui freine et tout ce qui bloque. Et après, s'appeler ministère de l'Action écologique plutôt que de la transition, j'en serais le premier à être très heureux, mais bon, ça c'est des questions d'appellation, dans le fond c'est assez secondaire. Oui, non, mais ça veut dire quelque chose quand même. Oui, mais ce qui compte c'est qu'on soit dans l'action. Et moi, vous savez, j'ai dit l'écologie qui agit.
Voilà. Et donc c'est à la fois des choses à l'échelle internationale, à l'échelle globale, c'est en effet un projet global et c'est aussi des actions concrètes. Vous disiez tout à l'heure, créer les conditions que les citoyens puissent devenir des acteurs, chacun à leur niveau, de cette bataille climatique ou de cette bataille pour la biodiversité ou de cette bataille santé-environnement. C'est exactement ce qu'on essaye de faire. Moi j'ai parfaitement conscience qu'on n'est sans doute pas au top niveau. Le grand débat, il doit servir aussi à ça. Et pas simplement sur des plateaux. Au-delà de ça, le débat, il se poursuit ailleurs et il se poursuivra après. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, je souhaite qu'on continue à avoir des groupes de citoyens, qu'ils soient très mobilisés, très militants ou qu'ils le soient moins, et pour que les uns et les autres, on trouve des solutions. Est-ce que c'est développer le covoiturage plutôt que la voiture électrique, ou les deux, les transports en commun, etc., etc. Voilà, ça, c'est des choses dont il faudra continuer à débattre, et surtout des actions qu'il faut continuer à décider après le grand débat. Merci François de Rugy. Et il y avait Brune Poisson aussi qui voulait. Moi je croyais qu'elle allait. Normalement, en plus, vous savez, dans le protocole, on ne parle pas après son ministre. Mais nous ne sommes pas dans un ministère. Il y a alors, le protocole ici. Non mais moi, je trouve ça très intéressant tout ce que vous avez dit, mais j'ai envie de dire, il faut être encore plus ambitieux. Il n'y a personne qui a parlé de transformer le capitalisme. Moi, je trouve que le capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui, franchement, il tourne pas rond et qu'il faut aller plus loin et faire en sorte qu'il tourne rond. Et ça s'appelle l'économie circulaire. Mais dites ça au président, c'est ce qu'on fait. On le fait vraiment. Vous savez, par exemple, sur la question des pailles, moi, je suis la première. J'en ai fait un de mes combats, la lutte contre le plastique. Mais derrière tout ça, il y a des familles. Des familles qui ont besoin de paille ? Non. non, madame, c'est bien plus sérieux que ça. Il y a des personnes qui travaillent dans des usines qui fabriquent du plastique. Je suis pas en train de défendre le plastique, ne me faites pas dire. Mais il y a des emplois. Oui. Il y a des emplois. Mais l'emploi ça fait partie des réalités qu'on doit prendre en compte. Moi, je vais vous dire, j'ai une petite fille qui a 3 ans. Donc la transition écologique, je la vis vraiment. J'y pense quotidiennement, mais je sais que je parle trop. Mais vous savez, c'est pas si simple. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas si simple. Et pourtant, j'en ai fait un de mes chevaux de bataille. Et pourtant, au niveau européen, c'est en particulier moi qui ai porté toutes ces questions d'économie circulaire, de suppression de plastique à usage unique. C'est juste pour dire, c'est pas si simple. Mais je vous jure, on est là-dessus et on bosse sur transformer le capitalisme. La transition écologique, c'est aussi une lutte contre le capitalisme. Mais c'est pas forcément. C'est une transformation. Et c'est sur ces mots révolutionnaires qu'on va vous laisser. Tel qu'il est aujourd'hui, bien sûr. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette table ronde sur la transition écologique dans le grand débatton. Merci beaucoup. Merci à vous également. Donc, on va vous laisser, pardon. Merci Paloma. Merci Adrien. Je sais plus comment conclure. Il est fatigué, il est levé depuis 6 heures, il en peut plus. Exactement. On va laisser la transition à l'analyse desk qui va vous résumer tout ça pour ceux qui nous rejoignaient. Et restez avec nous puisque il reste un autre débat de 19h à 20h. Voilà, merci à vous. Au revoir.